Mesdames et messieurs, très heureuse de vous savoir connectés sur Internet, sur le www.esaetv.com. Vous êtes sur votre émission Le Débat. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. L'actualité internationale nous intéresse cette semaine sur votre émission Le Débat et nous allons aux États-Unis. Le thème de cette émission est « Réforme aux USA sous Donald Trump ». Analyse. Et comme invité pour le décryptage de cette actualité, M. Valentin Djenontin, ancien ministre, député et membre de la Haute Cour de justice. Bienvenue. Merci, madame. Monsieur Mohamed Okri Assogba, vous êtes citoyen, vous êtes environnementaliste. Bienvenue également à vous. Bonjour Léa. Vous allez bien? Merci. Heureuse année? Merci, réciproquement. Merci. Heureuse année, monsieur le ministre. Heureuse année, madame. Voilà, pour ne pas faire de jaloux. La santé et la paix. Merci. Les USA, depuis le 20 janvier 2017, ont un nouveau président investi du nom de Donald Trump. Et depuis son élection et son investiture, beaucoup de polémiques et beaucoup de réformes controversées. Chers invités, quelle analyse vous faites des actions du nouveau président américain, monsieur Djenontin? Oui, merci, madame. Effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, depuis la campagne jusqu'à l'élection du président Trump, je crois qu'effectivement les polémiques n'ont pas cessé. Et nous sommes aujourd'hui en phase d'une situation assez complexe, délicate, critique à la limite. Mais nous, on ne peut que faire des commentaires. Je crois que c'est le peuple américain qui s'est donné un président qui devait l'assumer. Mais malheureusement ou heureusement, des conséquences des décisions prises aux États-Unis vont influencer la géopolitique et pour ne pas dire même la géostratégie au plan mondial. Ce que je peux déjà dire aujourd'hui, à l'interne, vous voyez tous les bouleversements, tous les mouvements. Moi, c'est pour la première fois que j'ai vu lors de l'investiture d'un président dans un pays aussi grand, qui a si tant de divisions, si tant de polémiques, des agitations, où certains ont commencé à chercher même à aller créer leur petit monde, leur microcosme, quelque part à l'intérieur des États-Unis, pour ne pas avoir à subir je ne veux pas dire les dérives, en tout cas les conséquences qui pour eux seraient néfastes pour leur environnement immédiat. Monsieur Assogba, vous avez des inquiétudes également? Oui, je vous remercie. Monsieur le ministre a touché du doigt la pertinence qu'il y a à travers la thématique que vous avez amenée ce matin. Il a bien fait d'ajouter qu'en dehors du commentaire, nous avons à nous inquiéter parce que le monde est devenu un village planétaire. Et ce qui se passe aux États-Unis, d'une manière ou d'une autre, déteindra forcément sur les autres parties du monde. Moi, je voudrais d'abord, avant tout propos, saluer la démocratie aux États-Unis. Voyez-vous, le jour de l'investiture, il y avait encore des manifestations anti-Trump. Et pourtant, les autorités américaines ont laissé faire. Ça veut dire que l'expression plurielle est l'essence même de la démocratie. Donald Trump aux États-Unis nous inquiète. Je vais plus loin que monsieur le ministre. Ça nous inquiète parce que ce que ce monsieur nous réserve, il va falloir que le reste du monde se mette ensemble pour le contrecarrer d'une manière ou d'une autre. Il a déjà donné le ton depuis la campagne pour dire qu'il faut que l'Américain reprenne sa place dans le Conseil des Nations. Voyez-vous, son discours qui a accroché une catégorie de la jeunesse américaine, c'est les États-Unis d'abord. Cela va de soi, non? Oui, mais le côté dangereux du discours, c'est qu'il va nous faire baver. Non, qui? Le reste du monde. Et il a déjà commencé par donner le ton. Je ne vais pas vous devancer. On va y aller en même temps en signature d'un décret sur la relance de la construction du pipeline Keystone XL entre le Canada et le Nebraska dans le centre des USA avec menace des réserves d'eau potable. Relance des travaux de l'oléoduc de la compagnie Énergie Transfert Partner dans le Dakota du Nord qui suscite la mobilisation des tribus indiennes et des écologistes. Monsieur Djenontin, vous avez des inquiétudes? Oui, tu sais, je crois que j'ai la chance d'être avec un environnementaliste qui aura les mots les plus appropriés, le vocabulaire approprié pour pouvoir décrire la situation. Vous savez, effectivement, comme il a dit, et je suis très content d'être avec lui, vous savez, l'arrivée du président Trump, c'est vrai, je ne suis pas américain, je ne voudrais pas non plus du tout égratigner le peuple américain, mais le monde doit s'attendre à beaucoup de situations ingérables. Et moi, ça ne sais pas, peut-être que je suis, moi, me dis, mais le gars, qu'est-ce qu'il raconte? Ça veut dire que la situation doit être analysée de plusieurs points de vue. Il y a des situations que nous pouvons analyser du point de vue
physiques, mais il y a des situations également métaphysiques, je pourrais même dire spirituelles, Oui, allez-y. avec l'arrivée de ce monsieur-là. Parce que cette décision, je prends même l'aspect énergétique, l'aspect environnemental, tout ça là. Vous savez, lorsque vous décidez, vous dites l'Amérique d'abord, c'est une bonne chose. Mais lorsque vous occupez une position stratégique, vous êtes le premier du monde. Vous êtes perçu comme étant le gendarme du monde, par rapport à l'économie, par rapport à l'armée. Aujourd'hui, par rapport à l'armée, à la politique, mais l'économie, c'est la Chine. Alors, l'économie, c'est la Chine, mais ça veut dire qu'ils sont toujours dans un combat perpétuel. Alors, cela étant, lorsque vous prenez une décision, comme il a dit tout à l'heure, vous devez savoir que l'impact va être un impact sur le monde entier. Et du moment où l'ordre établi était tel que vos actions vont impacter d'une manière ou d'une autre les autres villages du monde, il faut savoir raison garder. Ce qui va se faire là, d'abord les pays qui sont les pays qui commercent avec eux, qui sont limitrophes, tout ça là. Vous êtes sûr qu'ils vont se laisser faire facilement comme ça là, où on va vouloir déstabiliser les autres pays à leur profit, ou du moins des usines qui sont déjà établies dans certains pays, on veut les forcer à revenir soit aux États-Unis, ou bien on va utiliser, comment appelle-t-on, des tarifs, ou du moins la fiscalité, pour pouvoir les influencer. C'est-à-dire, c'est une situation normale. Chacun, lorsqu'il est confronté à une situation donnée, veut avoir l'instinct de survie. Et dans le développement de cet instinct de survie, les gens seront amenés peut-être à prendre aussi d'autres mesures qui seraient dommageables pour les États-Unis. Et qui va déséquilibrer le monde. Absolument. Et c'est pour ça que je me dis, il faudrait que les gens puissent vraiment canaliser un peu ce monsieur. Mais je compte quand même, comme il a dit, la démocratie étant suffisamment enracinée dans ce pays, je crois que ce soit du côté donc, des autres partis, que ce soit même du côté des gens qui ne partagent pas tout à fait sa philosophie. Encore même dans sa propre famille politique, je crois qu'il y aura des rectifications qui vont se faire. Monsieur Sokba, en tant qu'environnementaliste, est-ce que vous avez raison, vous avez également des craintes quand des constructions de pipelines et autres vont avoir des menaces sur les réserves d'eau potable, quand on sait que l'eau est aussi une denrée très rare aujourd'hui dans le monde et que des tribus indiennes, quand on parle de tribus indiennes, c'est des tribus qui sont habituées à vivre dans la nature, ont des craintes. Vous avez également des craintes en tant qu'environnementaliste? Oui. Dans un monde où on parle déjà de réchauffement climatique. Je dirais même que j'ai énormément de craintes. Les tribus auxquelles vous faites allusion, ce sont des minorités qui font partie de la biodiversité humaine. Et quand Trump décide de balayer du revers de la main tout le travail qui a été fait par son prédécesseur pour protéger cette tribu, moi je dis que ce monsieur nous réserve des bouleversements. Mais on dit souvent qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser deux, non? Non, il n'y a pas que à revenir sur cette décision-là pour rendre l'Amérique plus forte. Je pense que quand on regarde l'horizon d'origine de Donald Trump, c'est un capitaliste pur et dur. Donc pour lui, les questions d'environnement n'ont pas droit de citer. Le plus important, c'est l'économie. Le plus important pour lui, c'est l'économie, c'est l'emploi aux Américains. Et puis le reste, bon, il avisera après. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu plus technique. Vous êtes environnementaliste. Quelles sont les influences néfastes à long terme quand on prend des décisions pareilles? Non, mais à long terme, vous avez vous-même déjà évoqué les termes qui sied de citer ici. L'eau devient une denrée de plus en plus rare à l'échelle planétaire. C'est vrai que nous sommes un continent où la superficie occupée par les océans dépasse celle occupée par... Là, vous parlez de l'Afrique ou des États-Unis? Même le monde, je voulais dire le monde plutôt. C'est pourquoi... Mais toutes les eaux ne sont pas consommables. C'est ça, justement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau à la surface de la Terre, mais il n'y a pas beaucoup d'eau potable. Et il faut, ceux qui pensent qu'il faut mettre l'accent sur la gestion de l'eau, ont raison. Et voici que lui, il arrive, il dit non, il veut faire passer les pipelines pour pouvoir extraire du pétrole. Il y a problème, il y a souci. Maintenant, si vous permettez, oui, monsieur Jonathan, voilà, je voulais même compléter un peu, mon ami. Vous savez, effectivement, comme il a dit, l'eau est une denrée extrêmement rare, quels que soient les pays. D'abord, aujourd'hui, regardez un peu toutes les transformations qu'on fait subir même à l'eau. Soit, il y a des, même chez nous ici, il y a vous avez dans les sociétés, il y a des opérations qui se font. Si vous étiez là au départ, vous n'avez même pas accepté même boire l'eau là. Il y a des pays où même les gens sont obligés de prendre l'eau de mer. Ça qui transforme tout ça là. Et en voulant faire passer effectivement, c'est pas la haine. Une chose est sûre, il va diminuer le volume d'eau qui servirait. Mais qui peut vivre sans l'eau? Tout à l'heure, vous avez dit, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. C'est vrai, c'est une expression habituelle, mais ça dépend de comment vous avez cassé l'œuf. Sinon, vous ne pouvez même plus avoir même
le produit pour pouvoir faire transformer. Si vous prenez par exemple le fait que vous prenez des marteaux, vous battez bon comme ça la main, c'est fini. Vous le produisez. Et c'est ce qu'on risque d'avoir d'ici là, si vous faites pas attention. Oui, et les écologistes disent déjà, M. Assoba, un instant, les écologistes disent déjà que l'extraction du pétrole canadien sera polluant et que le coût du transport également est exorbitant. Donc ce n'est pas forcément une question d'économie. Non, pour Donald Trump, il faut faire travailler les Américains. Les Américains ne travaillent pas? Oui, ils travaillent. Le problème de l'emploi, il est planétaire. Donc, il a fait des promesses de campagne. Il dit, je vais vous remettre au travail. Donc, ça s'inscrit. Et vous vouliez dire autre chose tout à l'heure? Non, je voulais dire que les conséquences de ce projet qu'il veut exhumer, qu'il est en train de réhabiliter sur l'environnement, ce ne sera pas que sur l'eau. Il y a d'autres composantes de l'environnement qui seront affectées. Et, comme je disais à l'entame, les forêts. Ce qui se passe aux États-Unis, vous ne pouvez pas imaginer. Les conséquences peuvent migrer jusqu'en Europe, par exemple. Parce que, comme on dit, la Terre est unique. Et quand vous polluez, si je pollue là où nous sommes ici, celui qui est à 10 km d'ici peut recevoir les conséquences de la pollution que j'ai créée ici. Et de plus en plus, les environnementalistes mettent l'accent sur ces questions-là. Et c'est pour ça que ce n'est pas que Obama n'est pas moins patriote que lui. Mais lui, il a vu la nécessité d'aller à un développement équilibré du monde. Voilà que Trump vient pour rompre cet équilibre au profit de la toute-puissance américaine. Au profit de la toute-puissance américaine, c'est à regretter. Les écologistes vont plus loin et disent qu'il y aura des risques d'avalanche. On sait que c'est des pays où il y a beaucoup de neige, beaucoup de montagnes. Ces avalanches ne vont-ils pas faire perdre une partie de la population américaine? Puisqu'il faut les mettre au travail. Si on les tue tous, qui ira travailler? Merci beaucoup. Vous voyez que même la situation que nous vivons déjà aujourd'hui en Europe, vous voyez, les risques d'avalanche dont on parle là, vous savez, c'est des risques énormes. Et ça a des conséquences sociales incommensurables. Non seulement il y aura la disparition de l'espèce, je ne vais pas dire l'espèce humaine, en tout cas. De cette tribu, par exemple, voilà, qui sont dans ces zones-là. Qui vont disparaître, qui vont mourir, ce qui est déjà une conséquence grave. Dans le même temps, ça va déstabiliser l'écologie de l'écosystème de ces milieux. Pire, ça va donner encore du travail même à ceux qui sont dans les hôpitaux où la question sanitaire va se poser encore avec plus d'acuité. Bref, c'est pour vous dire que c'est des mesures qu'il faut savoir vraiment mesurer et voir qu'est-ce qu'on veut gagner, qu'est-ce qu'on veut perdre. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Et si on ne sait pas faire ce qu'on va perdre du point de vue humanitaire, du point de vue environnemental, du point de vue même économique, parce qu'on risque même de ne pas atteindre l'objectif visé. C'est-à-dire, au lieu de penser qu'on va gagner, on risque même de perdre. Parce qu'on parle déjà de coûts exorbitants de transport. Tout à fait, de transport. Ce qui fait que le prix de revient risque d'être élevé. Et lorsque le prix de revient est élevé, en voulant mettre votre marge, vous allez avoir un prix de vente excessif. Et du coup, au lieu d'être compétitifs, ils vont assister à une situation inverse, ce qui va les desservir. Et là, puisque vous parlez oui, M. Assoba. Oui, quand on dit coût élevé de transport, c'est élevé pour le trésor public américain. Mais c'est profitable pour les entreprises qui vont faire le transport de ces produits-là. C'est pourquoi je dis que les Américains ont élu un capitaliste pur et dur. Qui met de côté le social. Voilà. On va parler à présent de l'Obamacare, un projet de l'ancien président qui visait à donner plus de facilité à ces personnes-là vulnérables qui n'ont pas beaucoup de moyens pour avoir accès à la santé. Aujourd'hui, ce projet est abrogé. Quelle incidence, chers invités, sur ces populations-là? Oui, moi je vais faire deux lectures, de ce projet. C'est vrai, vous savez, et c'est ça qu'il disait tout à l'heure, lorsque vous élisez des capitalistes pur et dur à la tête des États, franchement, dans le monde où nous vivons, où il y a tellement... C'est la donne aujourd'hui. Même chez moi. Même chez nous. Même chez moi. Vous voyez, ça porte à réfléchir. Parce que pour eux, ne peuvent vivre que ceux qui ont les moyens. Ne peuvent vivre que ceux qui peuvent dominer. Mais dans ces conditions... La loi de la jungle. Merci. Alors que nous ne sommes plus dans l'Antiquité, nous ne sommes plus dans les forêts, même si aujourd'hui, il y a encore quelques forêts en Afrique équatoriale et autres là. Bref, c'est pour dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'en foutent pas mal. Ceux-là peuvent disparaître. C'est comme si ceux-là n'apportent même rien à l'humanité. Donc la question de la santé va devenir un problème crucial où les démunis, ou ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, n'auront même pas la possibilité de faire soigner dans un pays qui est un pays démocratique, un pays où l'État est censé garantir le droit, l'accès à tout le monde. C'est vrai qu'aux États-Unis, où tu es riche, tu vis, ou tu n'es pas riche, tu disparais. Le second aspect que je dis, qui peut-être
je me dis encore qu'il y a des plans spéciaux, comme je le disais. Ce projet de Obama, où les gens vont recevoir des marques, aller au front, dans les mains, c'est vrai. Pour les identifier. C'est des choses qui également ont des sources dans la Bible. Vous voyez? Alors, donc si ça peut amener à ne pas encore que c'est des prophéties, ça va se réaliser d'une manière ou d'une autre. Donc là, moi je me dis, si de ce côté au moins, on peut éviter cet aspect, d'abord pour le moment, tant mieux. Mais fondamentalement, c'est la politique même qui sera mise en cause là, qui va créer des ennuis pour la population. Et je pense que ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont au moins leur bouche, ils ont au moins la possibilité donc et donc les revendications devraient continuer, les mouvements du cœur. De mieux en mieux, quand je ne sais pas comment de fort belle manière. Merci, de fort belle manière. D'accord. Monsieur Sogba, votre réaction non, mais, à l'abrogation d'Obamacare? Là, nous tombons dans le marigot de monsieur le ministre. Comment ça? Oui, en matière d'assurance, il a fait des combats dans ce sens dans notre pays. Je le salue au passage. Et je dis que je fais observer tout d'abord que Donald Trump s'est donné à une abrogation spectacle. Voyez-vous, juste le jour où il est rentré à la Maison Blanche, il a appelé caméra, et puis à chaque décret correspondait un stylo. Et il a fait montrer à tous les Américains que je vous ai dit que j'allais rayer cette affaire. J'y suis, vous êtes satisfaits. Comme l'a dit monsieur le ministre, je pense que les Américains trouveront les ressorts nécessaires pour contrecarrer ce monsieur. C'est vrai qu'il a la majorité dans les deux chambres actuellement. C'est encore là un problème dans la démocratie américaine. Et aujourd'hui, avec ce dossier d'Obamacare, on pourrait même dire qu'il y a deux Amériques. Ce qui est bien dommage. Je ne vois pas... Vous pensez que les États-Unis vont se diviser? Ils sont déjà divisés. Vous voyez, quand à l'investiture, avant même l'investiture, à la proclamation des résultats, on a vu les images où des Américains se sont mis à briser tout autour d'eux, ce qu'ils ont construit de leurs propres mains pour montrer leur désapprobation. Moi, de mémoire d'observateur, c'est vrai que je ne suis pas très âgé, j'ai vu des élections se succéder aux États-Unis. C'est la première fois qu'on assiste à cela. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Qu'en est-il de l'ALENA? L'ALENA, c'est l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Désormais, Donald Trump veut renégocier cet accord-là. Et désormais, c'est également interdit que des réfugiés venus de l'Irak, de l'Iran, de la Libye, du Yémen, de la Somalie ou du Soudan, malheureusement, n'auront plus accès aux États-Unis. Oui, tout ça, c'est toujours au profit des États-Unis qu'il annonce ces effets-là. Mais où iront ces personnes désormais? Eh bien, lui, il s'en fout. C'est le seul pays démocratique qu'on connaissait. Non, il faut reconnaître, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que le problème de l'invasion des peuples vers les pays dits développés est un problème vraiment pertinent. Donc il y met un frein. Mais ce que les dirigeants de ces États devraient savoir est que si le développement n'est pas global, ils ne pourront rien contre. Aujourd'hui, certainement, nous allons en venir, on parle de plus en plus des réfugiés environnementaux. S'il y a catastrophe écologique, ou bien même à cause des exploitations d'une mine dans un pays, les gens se sentent affectés, ils ont droit à la vie, ils vont chercher à migrer. Malheureusement, désormais, ce ne sera pas possible. Voilà, Donald Trump dit qu'il veut fermer la vanne à tout ça. Obama a été confronté à tout ça, mais lui, il a su gérer avec douceur. Mais celui-ci dit non. Monsieur Jonathan, l'Amérique d'abord, le développement de l'Amérique d'abord, mais un pays peut-il vivre en vase clos? Merci, j'ai compris même, monsieur Okri. Vous savez, on peut vivre en autarcie aujourd'hui. On peut vivre en autarcie, et mieux. Vous voyez, tu as dit les questions d'immigration. C'est vrai, les gens auraient... Quand on sait que l'Amérique fait voilà, de rester dans le pays pour développer le pays. Mais ceux-là qui sont venus, vous savez, dans tous les pays développés, ceux qui sont autochtones, ceux qui sont des nationaux, il y a des métiers qu'ils n'aiment jamais faire. Et que c'est les étrangers qui le font. C'est les étrangers qui le font. Donc, en voulant chasser même ces étrangers qui peut-être, je ne sais pas, c'est eux qui lavent la route, qui balayent la route, qui sont dans les hôpitaux, ils vont perdre la main-d'œuvre. Mais ils vont perdre cette main-d'œuvre. Et ils n'auront même pas d'Américains, même qui veuillent mettre du travail, donner du travail à ces... Encore qu'on se demande qui est vraiment américain aujourd'hui. Encore que, voilà, c'est plusieurs nationalités, c'est plusieurs gens qui sont là.
De l'autre côté, les questions économiques, les pays avec lesquels il veut faire la négociation, ce n'est pas dit qu'il est nécessairement en position de force. Il peut se retourner autrement. Puis, il n'est pas le père, le maire, ou bien il n'a pas une droit de vie ou de mort sur les gens, ou systématiquement ce que lui veut. C'est là que les gens vont faire pour lui plaire. Parce que aussi, ils ont des entreprises, ils ont des comptes d'exploitation à afficher. Donc, ce n'est pas gagné d'avance. Ça pas gagné d'avance. Donc, on va souffler un peu au fur et à mesure que les mesures seront mises en œuvre. Il y aura des difficultés. Peut-être qu'il va revoir sa position. Il va revoir sa copie. On va finir. Est-ce qu'on va désormais vers une alliance entre les pays de l'Asie et du Pacifique avec ce retrait des États-Unis? Oui, voyez, voilà, c'est ça qui est à craindre. Vous avez les pays d'Asie qui ne s'entendaient même pas. Regardez, prenez même le Japon et la Chine, de compte tenu de leur position économique, tout ça là. Oui, ils seront obligés parce que c'est ça que je disais. Là, on se dit, mais voilà quelqu'un que nous avons en face. Il y a beaucoup d'entreprises spéciales américaines qui ont été délocalisées, qui sont dans ces pays, ce qui permet d'avoir des produits moins chers et de donner du travail également, la main-d'œuvre à leur pays. Maintenant, lui, s'il prend ces mesures, ça va créer des problèmes sociaux dans ces États. Ils ne vont pas accepter. Donc, ils seront obligés donc, de se remettre ensemble. Mais il y a quelque chose qui veut dire, ça va paraître bizarre. On a dit, oui, ça a dit là, il s'est bien entendu avec le président russe, tout ça là. Mais si ce n'est pas fait, tel qu'il est en train de partir là, c'est plutôt la Russie qui sera contre. Par contre, qui va se retrouver en position de force, parce que vous avez dans le vieux temps, c'est l'URSS. On va revenir à l'Union soviétique. À l'Union soviétique. Même si on ne veut pas revenir même pas à l'Union soviétique, la Russie, d'abord, la Russie aujourd'hui, quoi qu'on dise, les gens ont peur du président. Oui. Donc, on dit, bon, il a aidé tout ça là. Mais il vient même d'affaiblir, pendant qu'il pense faire des États-Unis un pays puissant, fort. Les États-Unis il va se créer tellement de plans avec les pays voisins, avec les autres pays, où c'est la Russie qui va commencer par monter en puissance. Et là où il croit être le plus grand, il va être le plus grand au pied d'argile. Le plus grand au pied d'argile. On espère qu'on n'en arrivera pas là. Vous êtes heureux puisque vous avez appelé à une alliance forte contre les États-Unis. Oui, si les pays d'Asie et du Pacifique le monde a intérêt à aller à cette alliance pour contrecarrer les velléités expansionnistes de Donald Trump. Et comme le disait si bien Monsieur le ministre, cette part belle qu'il est en train de faire au président Poutine va l'affaiblir à l'arrivée. Pourquoi je le dis? Obama a su contenir le président Poutine qu'à un cas. Et lui n'y arrivera pas. Quand je prends le problème de la Syrie, Poutine soutient le président Assad contre... les Américains. Non, contre le peuple syrien qui demande la liberté. Et quand lui tend la main à Poutine, on se demande quelle va être sa politique. Vous pensez qu'il aura plus l'oppression du peuple? Oui. Voyez-vous? Donc, je pense que l'Europe, l'Asie et le Pacifique doivent changer de stratégie pour se remettre ensemble. Je ne sais pas si vous allez venir sur la question de l'OTAN. Oui, on va l'aborder très brièvement puisque vous avez déjà commencé, allez-y. Oui, par rapport à l'OTAN, par exemple, Donald Trump dit que ça pèse trop sur le budget des États-Unis et il envisage même le retrait des États-Unis. Et pourtant, à un moment donné, ça a aidé les États-Unis. Ça a aidé les États-Unis, ça a aidé les Européens à contrecarrer d'autres velléités dans le monde, quand bien même on peut regretter l'usage que Sarkozy en a fait pour assassiner Kadhafi, mais c'est une force que créait Poutine autrefois. Donc aujourd'hui... aujourd'hui non, Poutine pense que c'est devenu... La boîte de Pandore sera ouverte. Voilà. Réchauffement climatique, on va en parler très brièvement puisque c'est ça le plus important. Il y a eu la COP21, la COP22, l'accord de Paris. Désormais, on a décidé de réduire les émissions de gaz à effet de serre, monsieur le ministre. Aujourd'hui, est-ce qu'avec toutes ces réformes que Trump compte mettre en œuvre, l'environnement ne va-t-elle pas prendre un coup? Un grand coup. Je ne veux pas devancer le spécialiste en la matière. Vous savez, effectivement, ce monsieur, il faut vraiment qu'on le contrôle. Moi, j'ai pris même, je ne veux pas faire dire des choses pour avoir des problèmes avec les États-Unis, mais on verra bien ensuite. C'est-à-dire c'est extrêmement dangereux parce que ce monsieur qui se croit tout puissant, qui veut s'attribuer tout, lorsqu'il va faire venir toutes ces entreprises dont il parle tout ça là, vous êtes sûr qu'il va accepter même respecter les accords là? Mais pour lui, il va balayer ça de douleur de la main. Et il a dit, tout à l'heure, puis pour les capitalistes, leur problème, ce qu'ils posent compte là, c'est le gain, c'est le profit maximum. Donc, ce n'est pas évident qu'il continue dans la même lancée que ses prédécesseurs pour pouvoir dire, je vais faire un effort pour prélever. Il peut polluer à 1000%, il s'en fout. Oui, et puisque ce que les États-Unis vont émettre comme gaz à effet de serre va rejaillir sur le reste du monde,
Qu'en sera-t-il de l'Afrique, puisque aujourd'hui en Afrique, nous ne sommes pas suffisamment unis pour refuser certaines choses venant de l'étranger, de l'Europe et des États-Unis? Léa, je voudrais vous dire que même le président Obama, sur la question du réchauffement climatique, a mis du temps à accéder à la requête des autres États du monde. Parce que les États-Unis et la Chine sont aujourd'hui les plus gros pollueurs. Bien sûr. Et le président Obama, à l'occasion de la COP 21 et récemment de la COP 22, a dû lâcher du lest, faire des concessions. Et ces concessions se sont faites au détriment des entreprises américaines. Trump a dit non désormais. Il a dit, et c'est sûr qu'il ira de manière très forte. Qu'est-ce que les Africains doivent faire aujourd'hui? Non, j'en viens. Avant d'en venir à l'Afrique, parce que les COP 21 et 22, je le souligne à grands traits, défavorisent même le continent africain. Parce que les deux accords-là disent aux Africains qu'il n'est plus question d'aller à l'industrialisation. Or, on nous a enseigné en économie qu'il faut aller à l'industrialisation. On ne peut pas se développer sans aller à l'industrialisation. Ça veut dire qu'on contraint les États africains à consommer ce qu'eux, ils continuent. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas décider en Afrique? Vous voulez dire autre chose? Non, je voulais rapidement fermer cette parenthèse pour dire qu'on a dit qu'il faut limiter désormais l'émission. En dehors de l'émission, il y a le réchauffement climatique dont la cause est l'émission des effets des gaz à effet de serre. Mais les scientifiques ont prouvé que si on ne réduit pas de 2 degrés C l'augmentation de la température à l'échelle mondiale, on court vers la catastrophe. Nous courons vers la disparition du monde. Les gens sont arrivés à ces accords. Donald Trump vient, il dit basta. Où allons-nous? Où est-ce qu'il veut amener le monde? Oui, peut-être il a une solution miracle pour... Et plus, avant que vous ne passiez la parole à monsieur le ministre, Obama a fait engager les États-Unis à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et sur les 100 milliards de dollars américains à donner par an. Peut-être désormais Trump ne donnera rien. Or, tout ça est signé avant lui. C'est à dessein que Obama s'est précipité pour prendre un certain nombre de décisions. En Afrique, on dit que l'État a une continuité. Voilà. Aux États-Unis, peut-être que non. Non, moi, chez moi, l'État, c'est une rupture. Alors, non, je vais rapidement. Voilà quelqu'un qui veut quitter l'OTAN, qui veut déstabiliser l'OTAN, qui en même temps aurait voulu quitter encore, enlever les États-Unis des Nations Unies. Il va rester quoi finalement? Le chef du monde. Le problème de réchauffement planétaire, mais c'est le problème sérieux, même ici, là, moi je suis un paysan, j'ai eu des palmiers qui ont grillé complètement. Donc, sans que rien ne leur arrive. Mais c'est la sécheresse. La sécheresse. Donc, cela étant, vous parlez de l'Afrique, vous savez, il faudrait effectivement que nous nous mettions vraiment ensemble. Parce que non seulement nous devons créer les États-Unis, mais il y a également l'Union européenne. Vous avez les histoires de ACPUE, où on demande de ratifier des accords, où finalement on va être inondé par ces produits. Dans le même temps, vous avez des petits éleveurs, des petits paysans comme nous ici. On n'arrive même pas à vendre nos produits. Ceux-là vont produire avec des techniques plus avancées pour venir nous inonder. Je crois qu'il y a urgence. Mais malheureusement, ces gens-là qui ont de gros moyens, c'est eux qui nous divisent. C'est eux qui prennent également des consultants à qui on va rabâcher des choses qui viennent nous dire non, ceci c'est bénéfique. Ils savent très bien que c'est contre le continent. Oui, mais monsieur le ministre, vous êtes un député. Dans votre famille, dans votre environnement, vous pouvez sensibiliser les populations au-delà du politique. Non seulement je sensibilise les gens dans mon environnement, mais je vais jouer également ma partition à l'Assemblée nationale. C'est vrai, moi je peux faire mes commentaires, je peux être contre, mais si ça passe, je vais avoir la conscience dégagée. Et en son temps, je vais dire, pourtant, je vous avais avisé. Donc chacun jouera sa partition. Nous sommes tous appelés à jouer la partition et que nous exprimions plus de patriotisme, non seulement pour notre pays, mais également pour notre continent. Malheureusement, le temps n'a pas suffi, mais il faut que je le dise également. La situation en Palestine et également en Israël, Trump également, je vous dis quelque part, c'est la fin des temps. C'est vrai, on va dire, qu'est-ce que le gars la raconte? C'est la fin des temps. Et je pense que tout se passe là. Puisque tout à l'heure, je demandais si on ne va pas vers la disparition. C'est la fin du monde qui s'annonce. Les plus forts vont rester. Non, c'est pas évident. Si la tête disparaissait. C'est pas évident. C'est pas évident. Votre mot de fin? Ben, mon mot de fin, je voudrais d'abord remercier Esaü TV. Vous remercie également de nous avoir offert cette opportunité. Avec plaisir, on vous recevra une autre fois. Merci. Et je voudrais que le monde prenne davantage conscience contre la catastrophe que nous réserve le président Donald Trump. Et moi, je conclus que désormais,
L'Afrique doit se réveiller, le Bénin doit se réveiller, prendre véritablement conscience que chaque citoyen se dise nous avons un rôle à jouer, nous avons une responsabilité. Il ne faut pas attendre forcément que tout vienne de l'étranger, que tout vienne de l'extérieur. Nous pouvons également faire quelque chose aujourd'hui pour ne plus dépendre des autres pays du monde. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission Le Débat. Très heureuse d'avoir été en votre compagnie. Suivez-nous sur notre page Facebook Le Débat ou allez simplement sur notre site www.zaitv.com pour suivre les autres émissions et les autres programmes de votre chaîne sur Internet. Merci aux réalisateurs, merci aux techniciens, merci au chef plateau, merci à tout le monde. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.